Bonjour à toutes et à tous. Donc, Caroline Malherbe, la présidente du département des Pyrénées-Orientales. C'est un vrai plaisir d'abord de retravailler, j'allais dire, avec la Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales depuis quelque temps déjà. Il y avait eu une interruption, donc merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous soutenez. Alors, oui, mais merci à vous parce que sans les associations, les élus locaux ou les institutions ne seraient pas grand-chose au bout du compte. Et je vais faire de la pub pour demain, mais puisqu'on a valeur en fait, demain c'est le samedi avec qui est à la fois la réunion de la fête des associations et du bénévolat et les anciens, les habitants qui accueillent les nouveaux arrivants. Et on travaille avec... donc c'est 128 associations qui seront au Palais des Rois demain. Mais c'est pour faire la preuve que sans les associations, la France ne serait pas grand-chose, d'une part, et effectivement, ici, sur le territoire, cette dynamique-là, elle est tout à fait importante, et on en a conscience, et c'est pour ça que je vous remercie d'être là et de continuer à travailler. Et vous avez décidé d'inviter quelqu'un que je ne vais pas pouvoir écouter, que je suis complètement frustrée, mais c'est comme ça fait partie du coup de ma fonction, qui est... qui va nous parler de la petite patrie contre la grande et avec régionalisme 2 points, instrumentaliser la petite patrie contre la grande. Et c'est Benjamin Morel qui est universitaire et constitutionnaliste, et je m'arrête là parce que je vous laisserai vous présenter. Mais voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir grâce du coup à la Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales parce que oui, qu'il y a un certain nombre d'intéressés, parce qu'effectivement ce type de conférence, eh bien, ça nous enrichit dans le bon sens du terme, si je puis dire, et tout ça, ça permet de poursuivre la réflexion. Donc un grand merci d'être là et ravi du coup de vous accueillir, même si effectivement je ne vais pas pouvoir rester vous écouter, et puisque je dois vaquer à mes occupations, je vais tout simplement inaugurer une mairie, la mairie de Saint-Féliu-d'Amont, et de fait, et donc avec Carole Delga en plus, donc la présidente de la région et le préfet. Donc je me dois d'être à côté du maire, mais aussi avec ses personnalités. Mais en tout cas, profitez bien de la soirée. Je pense que vous allez, au-delà de vous enrichir, avoir un échange aussi fructueux. Et donc, merci beaucoup encore une fois et au plaisir de vous revoir encore. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre le micro. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si vous avez quelques instants pour rester ou nous vous disons au revoir. Déjà. Je vous écoute. Ouais. Je me sauve avant de commencer, sinon je vais... Je ne vais pas parler longtemps parce on est déjà un petit peu en retard. Simplement, je vais déjà remercier Madame la Présidente, notamment pour le soutien que le département donne à la SASL depuis toujours, en fait. Et profiter un petit peu, vous allez comprendre un petit peu la carrière, la trajectoire de Monsieur Morel. Je pense aussi en écoutant son intervention, parce qu'il a publié un livre, je crois, l'année dernière, qui était plus ou moins sur ce sujet. Il a beaucoup de cordes à son arc, c'est un constitutionnaliste, il a fait une thèse sur le Sénat, tout à fait, si je ne m'abuse, donc il connaît les rouages des institutions françaises. Et je profite pour faire un petit clin d'œil à notre association et à son histoire, parce que notre association, elle est intimement liée à l'histoire du département, puisqu'elle est la société savante du département, c'est-à-dire qu'elle est une des plus anciennes sociétés savantes de France. En 1833, elle a été créée, donc vraiment ça fait partie vraiment des plus anciennes. Et à l'origine, chaque département avait sa société savante, puisque c'est une particularité française. Peu d'autres pays ont cette particularité. Chaque département avait une société qui encourageait les sciences, les arts, les belles lettres, c'est-à-dire dès le départ une vocation vraiment universaliste, de partager le savoir, de le mettre à disposition de tous, et comme on dirait aujourd'hui, même si le mot n'était pas employé à l'époque, de pluridisciplinarité, même je dirais de transdisciplinarité, puisque comme le nom de notre association le prouve, à l'origine elle était agricole, scientifique et littéraire. Aujourd'hui, souvent on nous dit quel drôle de nom, mais on est très attaché à ce nom,
parce que c'est toutes les sciences qui sont censées dialoguer. Et notre bulletin, donc, qui paraît sans interruption depuis 1833, hein, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer, donc vraiment aborde toutes les disciplines, tous les savoirs. Et donc aujourd'hui, monsieur Morel va donner, je pense, une vision qui est la vision d'un universitaire, la vision d'un scientifique, mais en même temps, je pense que vous donnerez de temps en temps un petit peu votre avis, peut-être. Bon, oui. Même si la SASL, je le redis, est une société qui, en soi, n'a pas d'opinion et qui fait intervenir toutes les opinions, qui respecte toutes les opinions et qui donne justement la possibilité à toutes les opinions de s'exprimer. Voilà. Donc, M. Morel va parler d'un sujet qui est très important pour notre département, puisqu'on est un département qui a une forte identité catalane, mais pas seulement, puisqu'on a aussi le fenouillet qui est occitan. Donc on est un département qui a deux fortes identités au pluriel et beaucoup l'identité catalane, et on est un département qui a eu un certain nombre de crises, la crise viticole, etc., qui font que son rôle, ses liens, on va dire, avec ce qu'on pourrait appeler la centralisation avec l'État, sont parfois complexes, et donc je pense que c'est vraiment très bienvenu en ces temps compliqués d'avoir une mise au point et un début de réflexion. Et on vous réinvitera, je pense, avec grand plaisir, pour revenir. Voilà. On est bien accueillis. Je ne parle pas plus longtemps, je vous laisse la parole. Je peux juste dire qu'on a une culture locale forte avec nos deux identités, mais on est aussi très très attaché à la République française. Et ça, c'est pas pour rien qu'on disait l'accent catalan de la République, qu'on dit toujours l'accent catalan de la République française par rapport à nos cousins ou amis du sud Catalogne. Effectivement, de fait, ils ne peuvent pas être attachés à la République espagnole puisqu'elle n'est pas, mais pour autant, effectivement, c'est important de rappeler que globalement, à chaque fois, on fait vivre à la fois la culture locale à travers la République française. Merci. La conférence sera filmée, hein, comme toutes nos conférences, donc vous pourrez l'écouter, la réécouter via notre site internet et notre chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse la parole, vous avez votre micro. Oh, merveilleux. Voilà, je vous laisse siéger seul. Ah bon? Et nous écoutons. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour écouter cette conférence qui porte donc sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, eh bien, je dirais que c'est un sujet sur lequel longtemps j'ai été un peu le seul à être, je dirais, en première ligne et à tenter d'exprimer un point de vue qui serait un point de vue qui apparaît justement un point de vue de conciliation, c'est ce qui était un peu évoqué tout à l'heure, entre d'un côté ce que peuvent être les identités locales et de l'autre l'unité, l'indivisibilité de la République. Cette conférence, je vais l'envisager en deux temps, si vous voulez bien. Alors, déjà, je vous le dis d'emblée, l'intérêt de cette conférence, en tout cas pour moi, c'est pas tant de m'écouter parler, même si évidemment j'aime vous apporter des choses et j'espère vous donner quelques petits éléments, mais c'est surtout les échanges qu'on pourra avoir dans le cadre d'une réflexion plus globale sur justement comment est-ce qu'on peut construire cette conciliation, qu'est-ce qu'elle signifie et quels sont ses points de focale. Je structurerai donc un peu cette conférence en deux temps. Je vais d'abord essayer de partir d'un certain nombre de notions. La conférence est intitulée « Petite patrie et régionalisme ». Tenter de voir un peu quelles peuvent être les différences entre les deux et quels peuvent être les points de tension. Et ensuite, j'essaierai de me poser la question des risques et des potentiels enjeux qu'il y a à cette consultation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire globale du pays et sur la façon dont on peut concevoir justement cette tension entre identités. Plusieurs fois depuis que je suis arrivé à la gare de Perpignan, on m'a dit « mais vous ne seriez pas jacobin ?» avec un air presque soupçonneux, comme si tout d'un coup, eh bien, j'étais là pour manger des enfants.
Non, en réalité, la question du jacobinisme et du girondisme est en grande partie une reconstruction historique. Et donc je vais commencer peut-être par faire un peu d'histoire. Sous la Révolution française, le sujet de la décentralisation ou des identités régionales ne se pose qu'en réalité assez peu. En tout cas, elle ne se pose pas dans l'opposition jacobin-girondin. En fait, ce qui différencie les jacobins et les girondins, c'est deux choses. D'abord, le rapport à la guerre, et notamment la question de la guerre vis-à-vis de l'Autriche, et ensuite la question de la représentation. Dans quelle mesure il y a ou pas une représentation qui est exercée dans le cadre d'une assemblée qui est une assemblée élue sur l'ensemble du territoire dans le cadre de circonscription ou pas. Lorsque les Girondins, sous la Révolution, s'en prennent à Paris, ils ne s'en prennent pas à l'État. Ce qu'ils accusent et ce qu'ils mettent en question, c'est le poids du peuple de Paris. Dans la Constitution montagnarde, comme d'ailleurs dans la Constitution girondine, il y a un droit à l'insurrection. Et ce droit à l'insurrection fait que, eh bien, si jamais le gouvernement viole le droit du peuple, dixit la Déclaration des droits montagnarde, l'insurrection est pour le peuple le plus indispensable et le plus sacré de tous les devoirs. Le gardien du droit du peuple sous la Révolution, c'est lui-même. Ce que disent les montagnards, c'est que le peuple de Paris, les sections parisiennes, peuvent avoir un droit, qui est un droit d'insurrection pour justement contrôler le pouvoir. Le contre-feu des Girondins est de dire, en fait, non, ce devoir-là, il existe, mais il appartient à l'ensemble de la nation, et donc ce faisant, le peuple de Paris n'est pas représentatif de l'ensemble de la nation, et donc c'est pas parce que les sections parisiennes s'insurgent que l'on doit leur donner quitus. Paris entendu à l'époque n'a rien à voir avec une révolte contre l'État central. L'ancêtre du préfet, l'agent national, il est mis en place par la Convention girondine, pas par les montagnards. Donc le débat est vraiment hors sujet à l'époque. Il est hors sujet et on ne retrouve vraiment ce sujet-là qu'à la fin du XIXe siècle. Là, on réidéalise les grands modèles de décentralisation, etc. La terreur fait peur, et donc ce faisant, eh bien, pour construire une identité républicaine décentralisatrice et apaisée, on va aller chercher la Gironde. Mais c'est une reconstruction totalement ex post. Vraiment, c'est hors des débats de l'époque. Le mot de fédéraliste, c'est un nom d'oiseau qui est lancé par les montagnards contre les Girondins qui s'en défendent. Pourquoi ? Parce que le fédéralisme sous la Révolution, c'est quelque chose qui est inimaginable. C'est rompre l'unité de la loi. Et si je romps l'unité de la loi, je romps l'égalité des citoyens. Et ça, que ce soit chez les monarchistes, chez les républicains, chez les Girondins, comme chez les montagnards, c'est quelque chose qui n'est pas assumable. Et donc, personne sous la Révolution n'est fédéraliste, au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est une insulte politique revendiquée ensuite, mais par la suite. Donc, il faut déconstruire ces modèles historiques, parce que si on ne déconstruit pas ces modèles historiques, on a l'impression qu'il y a toujours eu deux camps. Il y a les Girondins qui voulaient plus de pouvoir aux régions, aux provinces, et qui ne voulaient pas remettre en cause les identités locales, et il y a les méchants jacobins qui n'avaient qu'un but, avec un couteau entre les dents, c'était de supprimer toute particularité locale et de tout centraliser à Paris dans les mains d'une administration qui serait une administration totalement omnipotente. Ce modèle-là n'a jamais existé. Historiquement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et si on considère en effet que la construction est beaucoup plus tardive, eh bien, il faut différencier trois choses. Trois choses qui ont des histoires très différentes en réalité. La décentralisation, les petites patries, et le régionalisme, ou ce que j'ai appelé dans le livre que mes présentateurs ont eu la gentillesse de citer, l'ethno-régionalisme. La décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. On peut être pour, on peut être contre, mais en aucun cas, la décentralisation, tout du moins telle qu'elle est conçue dans un logiciel républicain, n'a pour origine une vision identitaire du territoire. Bien au contraire. Les origines de la décentralisation républicaine, c'est le Second Empire. Sous le Second Empire, qu'est-ce qui se passe ? Sous le Second Empire, eh bien, l'Empire apparaît relativement stable. Dans les années 1860, l'Empire semble être là pour durer et une partie des républicains libéraux se rallient à l'Empire avec cette idée que, au final, un empire qui évoluerait
pourrait permettre de satisfaire une partie des revendications voulues par les Républicains. C'est l'épisode Émile Ollivier. Dans ce cadre-là, ces Républicains-là, et d'autres qui veulent vraiment rétablir la République, se disent comment est-ce qu'on pourrait faire pour former des Républicains? On comprend la Troisième République et cette période-là que si on comprend la République précédente, 1848. Qu'est-ce qui se passe en 1848? On a fondé une République, mais on a omis de former des Républicains. Résultat, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une assemblée monarchiste et un président bonapartiste. Et si jamais Napoléon III a fait son coup d'État et rétablit l'Empire, il ne fait que de prendre de vitesse une assemblée monarchiste qui aurait rétabli la monarchie. La Deuxième République est condamnée dès ses premiers mois en réalité, dès la fin de la Constituante. Comment éviter de rééditer ça? Pour éviter de rééditer ça, il faut former des républicains. Et pour former des républicains, il y a deux voies. La première voie, ça va être l'école. On forme des républicains en émancipant le citoyen via l'école. La deuxième voie, c'est la commune. C'est la phrase de Berny qui dit la commune est la petite république dans la grande. Pourquoi? Parce que si jamais je suis en capacité de comprendre les rapports de pouvoir au niveau local, de comprendre ce que c'est la démocratie au niveau local, je peux emmener ça au niveau national. En d'autres termes, si jamais je paye un truc du type la taxe d'habitation qui a disparu, et que, voyant ma taxe d'habitation s'élever, je vois à côté de ça le jardin dans lequel jouent mes enfants être rénové, je comprends que mon impôt s'est élevé et j'en vois le fruit. Premier pas du consentement à l'impôt. Si je suis capable de voir ça au niveau local, je peux le projeter au niveau national quand mon impôt sur le revenu ou ma TVA augmentera et que je verrai des transports plus efficaces, un hôpital qui marche mieux ou un nouveau porte-avions tout neuf. La commune est l'école de la démocratie. Le fondement de la décentralisation républicaine naît là. Il naît dans une volonté de construire du citoyen par quelque chose qui est appréciable, lisible, visible au niveau local. Et donc dans ce cadre-là, ensuite, on a tout un développement d'une réflexion sur la décentralisation au niveau national, qui va concerner d'abord les communes, puis les départements. On va penser au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, l'échelon de la région, pour des raisons qui ne sont pas des raisons identitaires, d'abord qui sont des raisons d'échelle politique et de politique publique, considérant que des politiques sur plusieurs départements peuvent être plus efficaces que simplement sur un seul département. On pense ainsi l'échelon régional d'abord comme un échelon économique. C'est le cas en France et c'est également vrai en partie à l'étranger, c'est ce qu'on appelle le régionalisme fonctionnel. Donc, l'objectif de la décentralisation, c'est ça. C'est la démocratisation des politiques publiques. C'est même pas leur efficacité. Si vous prenez, on pourrait revenir, je ne vais pas rentrer dans des sujets qui sont des sujets plus techniques concernant la décentralisation, ça vous intéresse peut-être pas, mais on pourra revenir ensuite dans les questions. Si on regarde les études en économie et en sciences politiques, je suis incapable de vous dire que la décentralisation est plus efficace que la déconcentration. On a des enquêtes qui paraissent sur ce sujet, on n'a rien de tout à fait probant. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est plus démocratique. L'objectif de la décentralisation, c'est ça. Démocratisation des politiques publiques au plus près du terrain, à dessein que les citoyens puissent contrôler ces politiques publiques et donc puissent faire que ces politiques publiques soient plus efficaces, plus en adéquation avec leurs aspirations. Ça, c'est la décentralisation. Les petites patries, ce sont les cultures locales, les cultures régionales qui ont préexisté à la République, qui ont préexisté à l'unification nationale et qui ont absolument, totalement, et comme ça je vais tout de suite désamorcer le procès en jacobinisme méchant, ont tout à fait le droit d'exister, de citer et d'être soutenus, y compris par l'État. Surtout par l'État qui souvent a préféré les ignorer. Ce qui a fait disparaître ces petites patries, ou ce qui les a fragilisées, c'est ce sont les territoires. Et pour le dire clairement, je ne suis pas un horrible Parisien qui est né à Paris et ne parle que le parisien. Je viens du Puy-de-Dôme et ma grand-mère parlait occitan. Donc j'ai une attache, je dirais, locale et une attache vis-à-vis de ces cultures locales.
ce qui a fait disparaître l'occitan dans le Puy-de-Dôme, ça n'est pas une politique volontaire, volontariste de l'État. Je ne dis pas qu'elle n'a jamais existé. Elle a pu exister de manière temporaire au XIXe siècle, en fait par à-coups. Parfois, vous avez une volonté tout d'un coup eh bien, de dire il faut qu'il n'y ait plus de langue qui soit parlée sur le territoire français à part le français. C'est en fait assez rare. L'objectif de l'éducation nationale est d'avoir une langue commune. En d'autres termes, il faut se replacer dans la vision qui est celle du XIXe siècle. Au XIXe siècle, on considère qu'il y a un intérêt général. Cet intérêt général, c'est celui vers lequel nous devons viser. Mais pour que cet intérêt général puisse être déterminé, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. En d'autres termes, c'est quoi le Parlement ? Mon tout récent livre porte sur une histoire du Parlement, de la Révolution à nos jours. C'est intéressant de voir l'évolution de la manière dont on conçoit le rôle d'un Parlement. Au XIXe siècle, c'est quoi un Parlement ? Un Parlement, c'est une addition d'individus qu'on a jugés comme étant les meilleurs dans chaque circonscription, et ces individus, qui sont a priori les plus intelligents, on parle du XIXe siècle, je ne suis pas en train de vous parler des députés actuels, donc n'essayez pas de faire des liens et de tout de suite d'avoir des noms qui vous viendraient en tête. Ces individus, qui sont réputés être les plus intelligents, vont délibérer en raison de ce qu'est l'intérêt général. Au XIXe siècle, on est persuadé qu'il y a une vérité scientifique que l'on peut atteindre par la délibération sur ce que serait l'intérêt général. Et donc, pour arriver à mener cette délibération, il va falloir que nous soyons d'accord sur ce qu'est cette délibération, sur où elle va, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle fait. Dans ce cadre-là, eh bien, le travail qui va être le travail intellectuel de délibération implique de parler une même langue. Pas forcément que ce soit la langue unique, pas forcément que nous soyons tous obligés de ne parler que cette langue, mais que chacun nous la maîtrisions. Prenez les pages de Sieyès, le grand penseur des institutions sous la Révolution française. Sieyès considère que ce qui fait l'unité de la nation, c'est l'unité de la délibération. En d'autres termes, les débats doivent être publics, et aujourd'hui, constitutionnellement, les débats parlementaires sont publics. Pourquoi ? Parce que si jamais les députés délibèrent, je dois être en capacité de voir ce dont ils délibèrent, à la fois pour les contrôler, pour se rendre compte qu'ils ne dealent pas des choses entre eux en disant « Ah, on va essayer de mener notre propre petit chemin dans notre propre intérêt », mais également parce que pour être acquis à leur définition de l'intérêt général, je dois être en capacité de suivre ces débats. En d'autres termes, si je sais qu'une réforme des retraites, par exemple, est bonne ou pas bonne, c'est parce que j'ai suivi ces débats parlementaires et que, au regard des arguments contradictoires qui ont été échangés, je fus ou je ne fus pas convaincu par les débats parlementaires. Ça implique de comprendre et de maîtriser la langue qui est utilisée. La grande bataille du XIXe siècle, dans un pays qui, sous la Révolution, ne parle majoritairement pas français, c'est qu'il existe cette langue commune. Et l'école de la République va y parvenir de manière plus ou moins bien. Mais en fait, elle ne va jamais parvenir à imposer totalement le français sur le territoire et encore moins à annihiler les langues régionales. Ce qui fragilise et parfois fait disparaître les langues régionales, en France comme ailleurs d'ailleurs, c'est deux facteurs. D'abord l'exode rural, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On a des populations qui se concentrent dans les villes. Et en se concentrant dans les villes, eh bien, elles perdent souvent l'usage de cette langue, qui est une langue qui est plutôt une langue parlée dans la ruralité. Deuxième élément important, et qui là a fait des ravages en la matière partout en Europe, l'entrée des télés dans les foyers. La grande vague de disparition, c'est les années 60. Alors que la loi d'Action, qui protège et qui promeut l'enseignement des langues régionales en France, c'est 1951. On a un changement de paradigme dans l'immédiate après-guerre, mais en fait les deux ne se recoupent pas parce que justement, télé dans les foyers. Ça vaut en France, ça vaut en Italie, ça vaut en Allemagne, ça vaut partout en Europe. Tout d'un coup, le référent, c'est la télé. Et avec la télé,
eh bien, je n'apprends plus la langue, j'apprends la langue de la télé. Donc, voilà, la petite patrie, ça existe, ça mérite d'être protégé, ça mérite d'être sauvegardé, on aura l'occasion d'y revenir, mais même s'il peut y avoir une réflexion sur le rôle qu'a pu jouer la République dans la fragilisation de ces langues, qu'elle a en effet très peu soutenue, ça c'est vrai, au moins jusque dans les années 50. Elle n'est pas forcément celle qui a fait tomber ces langues là où elles en sont. Décentralisation, petite patrie, régionalisme ou ethno-régionalisme. Pour vous montrer la différence, je vais vous utiliser quelques exemples. Tout à l'heure, je parlais de mon livre qui était paru il y a à peu près 1 an sur ce sujet. Dans le cadre de ce livre, il m'est arrivé de faire quelques conférences, quelques plateaux de télévision aussi. Et je me souviens d'un plateau notamment sur Public Sénat. Sur Public Sénat, je débat avec Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Bon, Frédéric Bierry, il vient de la vallée de la Bruche, ça vous dit sans doute rien, mais c'est une vallée où on n'a jamais, mais alors jamais parlé alsacien. On parlait welsh, c'est-à-dire une langue qui est un dialecte de langue d'Oil, donc d'une langue du nord de la France. Pourtant, Frédéric Bierry, il faut que tous les petits Alsaciens apprennent à parler alsacien. L'alsacien, c'est une construction historique. En d'autres termes, sous l'occupation allemande, enfin, l'occupation ou l'annexion de l'Allemagne, eh bien, les Allemands considèrent que l'alsacien n'existe pas vraiment, mais bon, malgré tout, ils donnent des gages pour essayer de faire parler, et résultat, vous avez des sociétés alsaciennes qui vont dire « Attendez, attendez, nous, on sait ce que c'est l'alsacien », et vont reconstruire une langue qui, à l'origine, n'est que orale. D'ailleurs, la forme écrite de l'alsacien, c'est de l'allemand, hein, la forme écrite n'existe pas, et qui est en fait une fusion entre les 2 dialectes de l'allemand qui sont parlés en Alsace, qui sont le francique et le haut-mosellan. Je ne vais pas me faire que des amis, mais la langue corse également est une fusion entre du dialecte toscan parlé au nord et du sarde parlé au sud. On a une reconstruction de la langue qui va être une reconstruction de la langue à des fins de singularisation identitaire. Dans le cadre de mon émission, il y a un reportage. Ce reportage porte sur une ville en Bretagne. Cette ville, c'est Vitré. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la géographie de la Bretagne. Vitré, c'est à l'extrême est de la Bretagne. C'est à la limite de l'Anjou. Même au haut Moyen-Âge, à l'apogée du duché de Bretagne, on n'a jamais parlé breton à Vitré. Mais jamais. D'ailleurs, on ne l'a jamais vraiment parlé à Rennes non plus. Un peu au très haut Moyen-Âge. À Nantes, jamais. Bon. La maire de Vitré, Isabelle Le Callennec, est extrêmement fière de montrer dans ce reportage qu'on double signale dans sa ville tous les panneaux en breton. Parce que vous comprenez bien, il y avait des Bretons de souche à Vitré, bretonnants, qui se perdaient dans la ville. Il s'avère qu'on a parlé une langue régionale à Vitré. Ça s'appelle le gallo, qui est 25 fois moins financé par la région Bretagne que ne l'est le breton. Alors qu'originellement, il y a plus de locuteurs en Bretagne de gallo que de bretons. Et dans ce cadre-là, le lendemain ou le surlendemain de la présentation, Isabelle Le Callennec voit ses panneaux en breton démontés par une association de défense du gallo, qui dit, en fait, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas de sauvegarder une langue régionale, attention, vous êtes en train de tuer une langue. Vous êtes en train, en disant, ici on parle breton, vous êtes en train de tuer le gallo. La démarche d'Isabelle Le Callennec, ce n'est pas une démarche qui vise à sauver une culture locale. La démarche d'Isabelle Le Callennec, c'est une démarche visant à promouvoir une vision ethno-identitaire de ce que doit être la Bretagne. En Bretagne, on parle breton, alors qu'on n'a jamais vraiment parlé breton que dans le Finistère, et encore pas dans tout le Finistère. À Brest, par exemple, on n'a jamais parlé breton. En disant, la Bretagne, c'est ça. Or non, c'est pas ça. La culture locale, c'est pas ça. Ça n'a pas de sens en réalité. Et
Et donc là, vous voyez toute la différence à travers cet exemple entre une petite patrie qu'il s'agirait éventuellement de soutenir, de sauvegarder, ou en tout cas d'un peu mieux financer, et de l'autre côté, une vision idéologique, une reconstruction idéologique qui en fait se substitue à la défense de ces petites patries. L'histoire de l'ethno-régionalisme, c'est ça. L'ethno-régionalisme naît tout doucement au cours du XIXe siècle, et il naît paradoxalement sur des clichés. Au XIXe siècle, on a une partie de la droite réactionnaire de l'époque, la droite légitimiste, avec notamment un journal qui est lancé par Charles X, le futur Charles X, qui s'appelle La décentralisation, mais rien à voir avec la décentralisation républicaine qu'on évoquait tout à l'heure. Quel est le problème des ultra-royalistes au début du XIXe siècle? Le problème, c'est qu'il y a eu la Révolution. Et la Révolution, elle est vue par les ultras comme étant une forme de châtiment divin, dans une vision très ultra-catholique. Dieu a voulu punir la France. Et donc, si on veut parvenir à sortir de cette malédiction divine, il faut retrouver une forme de substrat identitaire et politique qui serait pré-révolutionnaire. Ce substrat identitaire et politique, il faut aller le chercher dans des territoires qui sont vus comme étant des territoires étant restés dans un État qui va être un État pré-révolutionnaire, qui n'aurait pas été touché par les Lumières, qui sont vus de leur point de vue comme étant le mal. Et ces territoires, ça va être les territoires vus comme étant les plus périphériques. Pays Basque, Bretagne, Pays Catalan, Corse, etc. Et donc, depuis Paris, on va idéaliser ces territoires avec des images d'Épinal. Ce sont des visions complètement déracinées de la réalité. Que font les républicains en face et les monarchistes libéraux? Ils attaquent la même chose. Bécassine, par exemple, c'est une réponse du berger à la bergère. Regardez, on est en train de mettre en avant cette France qui ne serait pas touchée par les Lumières et donc saine et purifiée de toute influence diabolique. En fait, on la caricature et on se moque d'elle. Le 19e siècle, le premier 19e siècle s'articule là-dessus. On est donc dans une vision qui est en fait met en avant des clichés. Mais c'est à cette époque que se solidifient les clichés sur les cultures régionales, qu'on va retrouver plus tard dans Astérix. Et ça a la vie dure, parce que certains collègues, je parle bien de collègues universitaires, lorsque j'ai fait paraître des études sur le sujet, m'ont dit « Non, mais la France est diverse, moi j'ai lu Astérix. » Voilà. Enfin, j'ai rien contre Astérix, j'ai biberonné Astérix quand j'étais petit, ça n'est pas une source scientifique. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'a pas beaucoup progressé du point de vue de la réflexion intellectuelle dans ce pays. Donc, on est vraiment au début du 19e siècle dans cette situation-là. Cette situation-là, elle évolue à la fin du 19e. À la fin du 19e, on a notamment une reprise du sujet par Maurras. Maurras a un rapport aux identités locales qui est à la fois dans la continuité et en même temps très différent. Maurras considère, mais vous avez sans doute déjà lu des choses là-dessus, que le problème fondamental de la France, c'est que l'État est captif de ce qu'il appelle les 4 États confédérés, juifs, métèques, francs-maçons, protestants. Et donc il faut arriver à libérer cet État des 4 États confédérés qui imposent un logiciel politique et idéologique qui, selon lui, est contraire à l'identité française qu'il réifie. La seule façon de mettre en jeu et de remettre en cause cette domination, c'est un pays qui serait un pays dans lequel les identités locales seraient centrales, dans lequel, justement, les anticorps à cette domination des 4 États parisiens, cette fois-ci, au sens où on l'entendrait aujourd'hui contre le méchant jacobinisme dont j'ai dit tout à l'heure qu'il n'existait pas, la seule façon de contrer ça, ça va être de considérer que ce sont dans les territoires et via une exaltation des particularismes locaux qu'on peut faire pièce à cette domination. Mais il y a 2 conditions à ça chez Maurras. La première condition, c'est que, il le dit clairement,
dans un petit ouvrage qui s'appelle encore une fois La décentralisation, d'où la confusion, parce qu'entre Charles X et Maurras, on a une contre-vision de la décentralisation par rapport à la vision républicaine, et aujourd'hui on fait peu la différence entre les deux. Ce que dit Maurras, c'est qu'il y a deux conditions. Ça ne peut pas tenir pour lui. Un tel pays serait évidemment implosif et finirait par exploser. Donc, il faut une force unificatrice, c'est-à-dire qu'il faut un roi. Maurras est très différent de ses prédécesseurs monarchistes. Dans le monarchisme légitimiste traditionnel, la France est d'abord monarchiste parce que c'est le choix de Dieu et par conséquent décentralisée. Dans la vision qui est celle de Maurras, la France doit être décentralisée et par conséquent monarchiste. On a donc une inversion du rapport logique. L'autre élément chez Maurras, c'est qu'il considère que ne peuvent être intégrés dans cette unité française fragile que les territoires de tradition dite gallo-roman. En d'autres termes, il y a une vraie décentralisation pour les pays d'Oil, les pays d'Oc, Catalogne comprise. En revanche, l'Alsace, les Flandres, la Bretagne, c'est mis en coupe réglée. Là, il n'y a aucun degré d'autonomie parce que ça sort du tronc gallo-roman et donc c'est trop dangereux. Donc il y a un rapport, non pas essentialiste dans ce sens-là, mais fonctionnaliste aux identités locales chez Maurras. L'idée est vraiment de lutter contre ce qui pour lui est le mal absolu, c'est-à-dire ces 4 États confédérés. L'action française va, je dirais, induire une forme de multiplication de cette idéologie. En tout cas, elle va permettre de la structurer. Par exemple, les premiers rendez-vous des régionalistes bretons se font dans des locaux de l'Action française en Bretagne. À ça, on a également un autre pendant, c'est-à-dire que dans cette période d'exode rural et de concentration dans les grandes métropoles industrielles, on va avoir une partie des élites locales, à Nantes, à Perpignan, à Ajaccio, mais également et surtout à Toulouse et à Marseille, à l'époque, dans la grande ère du Félibrige, etc., avec Mistral, qui ont dit en fait, tout ne doit pas se passer à Paris. Et donc, on doit conquérir une légitimité. Une légitimité face à la domination culturelle parisienne. Et donc, on va avoir la construction d'un contre-récit local. Des gens qui souvent ne parlaient pas les langues régionales au départ vont arriver et vont dire, en fait, ces langues régionales, elles doivent nous permettre d'exister, de fonder un contre-champ par rapport au champ culturel parisien. Ils vont se réapproprier ces langues, mais souvent de manière très maladroite. On a beaucoup de témoignages, notamment en Provence ou en Occitanie, de gens de Félibrige qui arrivent et qui disent « Regardez comment est-ce qu'on parle provençal » à des locuteurs du provençal qui leur disent « Non, je ne sais jamais parler comme ça, moi. » En fait, non, ce que vous m'enseignez, ce que vous avez construit comme langue, ça n'est pas la langue que je parle. Le vrai provençal, c'est moi qui le parle parce que vous n'êtes pas né en provençal, moi si. Si vous prenez des langues comme le breton par exemple, on va fusionner les dialectes, on va évider tous les apports du latin et du français, et ces apports-là, on va leur substituer des mots gallois, créant une langue qui en fait était une langue parlée par personne. Et comme elle va être créée par des gens qui n'étaient pas des natifs de cette langue, eh bien on va plaquer des structures idiomatiques françaises, mais avec des mots gallois. Résultat, quand vous arrivez au fin fond de la Bretagne en disant « le breton c'est ça », vous vous retrouvez face à une langue qui était rurale, beaucoup plus à l'origine, face à des ruraux qui sont nés en breton, qui ne comprennent rien. Pourtant, ce sont ces structures-là qui vont avoir pignon sur rue, tout bêtement parce que ce sont elles qui concentrent les élites. Et donc, elles vont définir au début du XXe siècle ce qu'est le breton, ce qu'est le corse, ce qu'est l'alsacien, etc. Dans ce cadre-là, alors, petit insiste sur la Catalogne, en Catalogne, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a un gros rôle de l'université de Barcelone, qui va jouer le même rôle, mais évidemment de l'autre côté de la frontière, où là, on va avoir, dans ces mêmes années 20, un vrai travail de reconstruction à la fois de l'histoire de la langue.
d'un côté, vous avez cette reconstruction intellectuelle, de l'autre, vous avez ce mouvement à travers l'Action française, et dans les années 20, beaucoup de choses vont se rejoindre, pas partout, hein. C'est-à-dire que, notamment par exemple en Occitanie, par l'entremise du Parti radical, les deux phénomènes vont rester très découplés. C'est pour ça qu'on a un régionalisme qui va être un régionalisme culturel en Occitanie, mais un faible régionalisme politique. En revanche, dans d'autres régions, on va avoir une conjugaison des deux. Et cette conjugaison des deux va impliquer une reconstruction historique. Tout ce que l'on connaît du régionalisme date en fait en grande partie des années 20. Prenez un département voisin d'ici, le Pays Basque. Au Pays Basque, il y a la domination de la figure d'Arana. Arana explique que le peuple basque est pur de toute attache différente depuis le néolithique, lutte dès lors pour qu'il n'y ait pas de mariage mixte, parce qu'il ne faut pas corrompre, dixit, le sang basque, généralise un rapport au patrimoine que vous connaissez aussi ici et qui en fait est commun à l'ensemble du sud des pays de la Garonne, et crée un drapeau qui est aujourd'hui le drapeau basque. En Bretagne, c'est Morvan Marshall, qui plus tard va être collaborateur à Je suis partout, qui crée le drapeau breton. C'est François Jaffrenoux qui crée l'hymne, le Brogos Mazadou, qui était accepté par le Conseil régional de Bretagne. On a un mouvement qui est un mouvement, à l'époque, clairement d'extrême droite, extrêmement racisant, hein. François Jaffrenoux explique que, pendant la guerre, que finalement, eh bien, l'extermination des Juifs, ça a été fait au XIVe siècle en Bretagne et que c'était pas plus mal. Donc vous avez vraiment un tracé dans le sillon de l'Action française. Extrêmement antisémite, extrêmement racialiste. C'est le régionalisme d'avant-guerre, en partie financé par des puissances étrangères, hein. C'est-à-dire qu'en Bretagne, ce sont notamment les Allemands, en Corse, ce sont notamment les Italiens, hein. Le comte Ciano, le gendre de Mussolini, finance des journaux, des mouvements en Corse. Donc, on n'est pas des saints non plus, on finance la même chose en Rhénanie et dans certains territoires européens à l'époque pour déstabiliser nos adversaires. Mais on a un jeu qui est un jeu de puissance et un jeu qui est un jeu de reconstruction culturelle derrière. Après-guerre, les mêmes mouvements et souvent même les mêmes individus vont changer de champ. Autrement dit, eh ben, on va passer de la collaboration avec le nazisme, hein, vers des figures qui vont être des figures, eh bien, de lutte contre la colonisation et des figures beaucoup plus à gauche. Prenez par exemple Fouéré en Bretagne, il est nazi, clairement. Et ensuite, il devient le fondateur d'un parti politique qui, par jeu de scission, va former l'Union démocratique bretonne, qui aujourd'hui est ancrée à gauche. Donc on a une communication des deux. Les idées changent, hein. On abandonne l'antisémitisme et le racisme. Mais en revanche, ce qu'on appelle en sciences politiques le kit identitaire, il reste. Le drapeau, la reconstruction de l'histoire, la reconstruction de la langue, etc. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une vision qui est une vision visant à promouvoir les petites patries. On est dans une vision qui est une vision à l'origine ancrée contre la République et qui va se poser en opposition assez radicale à l'unité nationale en construisant ou en reconstruisant et en mythifiant un récit, un kit identitaire, des symboles qui, encore une fois, datent pour la plupart d'il n'y a pas très longtemps. Donc on a une vraie rupture. Et cette rupture-là, elle va poser tout un tas de problèmes aux petites patries. Parce que lorsque Paris, cette fois-ci l'État, dans les années 50, se dit on n'a peut-être pas vraiment agi comme il fallait sur les langues régionales et sur les cultures locales non plus. Qu'est-ce que va faire Paris ? Paris va chercher des interlocuteurs au niveau local. Et les interlocuteurs, ça va être qui ? Ça va être des élites culturelles formées dans le cadre de ces mouvements qui vont dire « Ah,
La Bretagne, c'est nous. La Catalogne, c'est nous. La Corse, c'est nous. Et qui est-ce qu'on va financer? Eh bien, eux. Ce qui va amener à des dérives. Prenez l'université de Corté. Quand Valéry Giscard d'Estaing va dire « on va faire une université à Corté ». Très bien. L'université de Corté, aujourd'hui, vous n'avez plus que des syndicats nationalistes, indépendantistes. Même pas nationalistes ou autonomistes, indépendantistes. Vous avez un amphithéâtre Aquaviva. C'est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Il n'a pas fait des trucs bien dans sa vie et par hasard il a été plastiqueur du FLNC, mais on a essayé de consacrer ce qu'il avait fait de bien. Non. On a donné son nom à un amphithéâtre parce qu'il avait plastiqué une villa et qu'il était mort durant le plasticage. Comme dit Jean-Félix Aquaviva, avec qui je fais beaucoup de débats ces derniers temps et que humainement j'aime bien, ce n'est pas un honneur, c'est un hommage. Oui, enfin, imaginez qu'on rende hommage à des plastiqueurs ou à des gens qui commettent ce type d'actes avec d'autres bâtiments publics, c'est tout de même un peu embêtant. Et imaginez l'image que vous donnez ensuite aux étudiants qui vont prendre leur cours dans l'amphithéâtre Aquaviva et qui se disent que si jamais ils plastiquent une villa, on donnera peut-être un jour leur nom à un bâtiment public. On en est là. Les collectivités territoriales, de leur côté, ont repris également ce discours-là parce que lorsque la décentralisation arrive, avec notamment la régionalisation, il faut bien essayer de légitimer ces nouvelles collectivités. C'est normal, c'est-à-dire que quand vous créez une structure, eh bien, il faut essayer de l'ancrer dans une forme de permanence, dans une forme d'histoire. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher le kit identitaire déjà là. On va aller chercher ce que proposaient déjà ces mouvements dans les années 20, 30, 40, 50. Lorsque j'ai fait sortir mon livre, j'ai eu le droit, honneur suprême, à un communiqué de presse du président de la région Bretagne, qui me disait « Monsieur Morel dit que je suis antisémite, je ne suis pas antisémite. » J'ai jamais dit que le président de la région Bretagne était antisémite. Et il venait de faire adopter un hymne dont j'ai déjà parlé, le Brogoz Mazadou, qui est un hymne à l'indépendance écrit par quelqu'un qui est un fiefé antisémite. Il n'est pas antisémite, il ne s'est pas dit « Tiens, je vais faire adopter un hymne écrit par un fiefé antisémite. » Mais ça fait partie du patrimoine qui date des années 20. Le truc a été écrit dans les années 20, et alors souvent, ce que vous répondent les Bretons, c'est « Oui, mais il a copié sur un barbe gallois. » Alors quand un étudiant copie sur Internet une copie, j'y vois pas une forme d'excuse, d'accord? En effet, peut-être s'est-il inspiré d'autre chose, mais ça n'en fait pas moins quelque chose de fondamentalement problématique. Alors là, je crois qu'ils y ont réfléchi, ils sont en mode moratoire sur Brogoz Mazadou, mais je dirais, la question n'est pas là, la question c'est comment est-ce que je reprends du prêt-à-penser en considérant que c'est neutre, c'est de la culture locale, sauf que non. Derrière, il y a des enjeux, il y a des idées, il y a des constructions idéologiques qui sont portées, qui n'ont rien à voir avec les petites patries, mais qui sont des constructions idéologiques. Et là, il y a un sujet. Donc ça, c'était pour ma première partie. Je vais être plus court sur la seconde, parce que je crois que j'ai déjà pris pas mal de temps. Quels sont les enjeux? Les enjeux, ils sont de deux types. D'abord, il y a un vrai risque de course à l'échalote identitaire. Repartons du débat dont je vous ai parlé tout à l'heure, mon débat avec Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour l'Alsace? Il me fait, mais moi, je veux un statut à la Corse. Le statut de la Corse a été élaboré, construit, pensé pour, dixit, une île-montagne. Alors, je ne suis peut-être pas très bon en géographie, vous êtes peut-être meilleur, parce que vous fréquentez une excellente société, mais ça ne me semble pas vraiment définir l'Alsace. Quand je fais des débats avec les nationalistes corses, ils me disent « Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est un statut à la néo-calédonienne. » La Nouvelle-Calédonie est hors de l'Union européenne, utilise le franc Pacifique, et juridiquement, hein, ce n'est pas moi qui l'invente, je ne fais pas de la provocation, c'est dans les accords de Nouméa, et c'est reconnu comme tel par l'ONU. Juridiquement, c'est une colonie. Quand un nationaliste corse me dit « Je veux un statut à la néo-calédonienne », il me dit « Je veux que la Corse devienne une colonie. » Et sorte de l'Union européenne. Ok, très bien, hein, je veux dire, est-ce que vraiment vous assumez ça? Et puis je veux un droit du résident aussi. Le droit du résident, souvent ça les embête quand on fait des débats, notamment sur le continent, parce qu'en fait,
ça exclurait a priori les Corses du continent. Ou bien on remonte sur 3 générations pour savoir qui est Corse. Mais là, il y a un côté assez gênant et problématique du point de vue de la façon dont on conçoit un droit du sang sur plusieurs générations. Et ça, évidemment, ils ont du mal à l'assumer aussi. Donc, on est dans le symbole. Mais ce symbole-là, il n'est pas neutre. Pourquoi? Et je sais que vous avez ici notamment un débat sur le nom du département. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler pays catalan? Déjà, c'est une question parce qu'on renvoie non plus à un territoire, mais à un fondement ethno-linguistique. Dire « je suis catalan en pays catalan », ça s'entend. Mais dire « je suis autre chose dans un pays qui s'appelle pays catalan » devient plus compliqué. Autrement dit, j'essentialise mon territoire en faisant référence à une langue et à une vision ethno-linguistique. Ça, c'est un peu problématique. Et surtout, ça témoigne de quelque chose. On a donné quelque chose à l'Alsace. On a donné quelque chose à la Corse. Pourquoi pas donner quelque chose au pays catalan? Moi, j'entends ça. J'entends tout à fait parce qu'en réalité, si jamais on singularise une région, eh bien à ce moment-là, si jamais on ne singularise pas les autres, ça veut dire que leur identité ne mérite pas d'être singularisée. Et ça, c'est insupportable pour vous, comme c'est insupportable pour moi, auvergnat. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit, Frédéric Bierry, quand il me dit « je veux un statut à la Corse ». Il ne me dit pas « je veux être une île montagne ». Il me dit « je veux que l'identité alsacienne soit autant reconnue que l'identité corse ». Qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Félix Acquaviva, quand il me dit « je veux un statut à la néo-calédonienne ». Il me dit « je veux que l'identité corse soit aussi reconnue que l'identité néo-calédonienne ». Mais ça pose tout un tas de problèmes, parce que vous comprenez bien que derrière, eh ben, on lit 3 choses, en fait, qui ne sont pas forcément corrélées. Le degré d'autonomie, les compétences qu'on attribue, et une identité. Pour arriver à comprendre le risque, regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, au début des années 2000, Tony Blair dit « devolution ». Qui veut, prend. Les Anglais disent non, on ne veut pas de devolution, pourtant on leur propose. Les Écossais, eux, ils en veulent. Ils avaient dit non quelques décennies auparavant par référendum, mais là, ils en veulent. Très bien. Les Gallois sont tangents. Ils votent à 51% pour un statut qui est un statut de moindre autonomie par rapport à l'Écosse. Quelques années plus tard, la vie politique galloise est obsédée par un truc. Bon sang, on n'est pas des sous-Écossais. Comme vous n'êtes pas des sous-Alsaciens, qui ne sont pas des sous-Corses. Bon sang, on n'est pas des sous-Écossais. Et notre identité est méprisée parce qu'on a un statut de moindre autonomie par rapport à l'Écosse. On a voté d'un cheveu et on ne le voulait pas vraiment, mais maintenant, on sait qu'on le veut parce que sinon, on se sent méprisé, on veut un statut à l'écossaise. En 2011, ils l'obtiennent. Que disent les Écossais? Mais en fait, c'est pas possible. L'identité écossaise, ça signifie quelque chose. Là, on est normalisé. Or, les Gallois, on dit ce qu'on veut, mais ils sont quand même anglais depuis le haut Moyen-Âge. Et puis, vous avez vu Brevard, hein, William Wallace, Liberty, on peut plaisanter, mais voilà du kit identitaire. Hein. Brevard, désolé, hein, je trouve que c'est un bon film, mais historiquement, c'est n'importe quoi. Kit identitaire. Je crois à l'Écosse parce que j'ai vu Brevard. Les Gallois, non. Hein. Donc, on veut un statut de plus grande autonomie pour se différencier des Gallois. En 2012, ils l'obtiennent. Que disent les Gallois? Ils disent « nous, on veut un statut à l'écossaise parce que, souvenez-vous, on n'est pas des sous-écossais. Je vous rassure, cette histoire a une fin un jour. » Et donc, ils obtiennent un statut à nouveau à l'écossaise. Que disent les Écossais en 2016? Eh bien, puisque c'est comme ça, on s'en va. Et tentative de référendum écossais sur l'indépendance. En Espagne, c'est un peu plus compliqué, mais vous ne comprenez l'exacerbation du nationalisme catalan espagnol que si vous comprenez la différence qu'il peut y avoir avec le Pays basque, et notamment le régime floral, qui est un régime d'autonomie fiscale, qui, s'il était établi pour la Catalogne, ferait du reste de l'Espagne un désert, hein, parce que c'est un régime qui permet au Pays basque de prélever lui-même les taxes, qui est très favorable et qui a permis à Bilbao de quasiment piller son arrière-pays en faisant du dumping fiscal extrêmement violent. Avec la taille de la Catalogne espagnole, il ne reste plus grand-chose du reste de l'Espagne si on permet à la Catalogne de le faire. Et donc, ce faisant, Madrid ne peut pas dire oui. Mais ça crée un jeu de concurrence identitaire.
Et donc, comme j'ai un jeu de concurrence identitaire entre Gallois et Écossais, j'ai un jeu de concurrence identitaire entre Catalans, entre Néo-Calédoniens, entre Bretons, etc. Ce jeu-là, une fois qu'on l'a lancé, on ne sait plus l'arrêter. Le problème n'est pas la décentralisation. Prenez l'Allemagne. En Allemagne, vous avez une forte décentralisation et un fédéralisme qui est un fédéralisme important. Mais même si je suis très très fier d'être bavarois et si je considère qu'être saxon c'est quand même super nul, parce qu'on va pas se mentir, hein, ces gens-là ils sont pas comme nous, eh ben, la Saxe et la Bavière ont les mêmes compétences. Un Land est un Land. D'ailleurs, le vieux fédéralisme hein, américain ou allemand implique une stricte égalité des États par à la fédération. Le modèle différencié, et on parle beaucoup en France de différenciation territoriale, lui est instable. Il entraîne une course à l'échalote identitaire. C'est merveilleux d'être catalan. C'est aussi très bien d'être corse. C'est pas honteux d'être auvergnat. Comment je hiérarchise tout ça? Dans quelle mesure je considère qu'une identité mérite plus d'autonomie qu'une autre? Ben, je peux pas. Je peux pas. Et quand Emmanuel Macron arrive il y a quelques mois à Ajaccio et dit « Écoutez, on va reconnaître une communauté culturelle corse », il dit ça dans la Constitution, là le prof de droit qui est en moi se hérisse parce que c'est pas seulement limité au niveau territorial. Je suis prof de droit. Quand j'ai un étudiant qui vient me voir et qui me fait « Monsieur Morel, je veux que ma communauté soit reconnue parce que regardez les États-Unis », je fais « Ta communauté culturelle, elle n'est pas reconnue parce qu'aucune communauté culturelle n'est reconnue. Tu as le droit d'avoir ta culture, ta langue, etc. Pas de problème, mais la République ne reconnaît que des citoyens. Si je reconnais une communauté culturelle corse, je lui réponds quoi à l'étudiant? Je lui réponds, en fait, il y a des communautés culturelles qui sont reconnues dans la Constitution, donc on doit les reconnaître toutes. Dans ce cas-là, on rentre dans un système communautariste. Ou bien je lui dis, attention, il y a des communautés culturelles qui méritent d'être reconnues et d'autres pas. La tienne, je suis désolé, mais elle sent un peu mauvais, hein, ça va pas. Reconnaître des communautés culturelles et les hiérarchiser, c'est la définition juridique du racisme. Donc si je rentre dans ce type de pente, je ne sais pas où est-ce que j'en sors. Je ne sais pas ce qui mérite d'être reconnu, ce qui ne mérite pas. Les principes, ce sont des digues. Une fois qu'on a ébréché la digue, on épanche. Or, en disant je fais une exception pour un tel, je fais une exception pour un tel, je fais une exception pour un tel, eh bien, on se condamne in fine à voir les trous dans la digue s'élargir et finalement, on se condamne à épancher. Donc, qu'il puisse y avoir plus de décentralisation, on peut avoir des arguments de politique publique après, plus, moins, etc. Ces arguments de politique publique, voilà, c'est du débat qui mérite d'être mené, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi pas plus de décentralisation? Ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il faut reconnaître les petites patries? Oui. Oui. Mais pas comme ça. Pas en donnant des privilèges aux uns ou aux autres. Sinon, c'est dangereux. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque qui, cette fois-ci, est plus socio-économique. En disant, selon votre identité ou votre volonté, vous aurez des compétences différentes parce que c'est très bien. Parce que ça montre votre volonté d'exercer une forme d'autonomie. À ce jeu-là, en Espagne, c'est Barcelone et Bilbao qui gagnent. En Italie, c'est Milan. En France, c'est Paris. La différenciation territoriale où je choisis mes compétences, il y a une région qui s'est positionnée en pole position, c'est l'Île-de-France. Valérie Pécresse, je ne sais plus, je crois que c'est 40 propositions pour l'Île-de-France. Vous connaissez l'éducation nationale? Rien à faire. On régionalise l'éducation nationale et on la confie à des écoles hors contrat. Adieu éducation nationale. Vous connaissez la loi SRU? On oublie, c'est nul, c'est pour les pauvres. Vous connaissez le SMIC? Le SMIC, on n'a qu'à le régionaliser. C'est intéressant la régionalisation du SMIC, parce que en Ile-de-France, moi je suis content, hein, on va faire augmenter le SMIC. Mais si vous n'avez pas de mobilisation au niveau national pour que ça augmente partout, dans mon Auvergne natale, on va dire, ouais, mais en fait, le coût de la vie, il est moindre qu'en Ile-de-France, donc on le maintient là. Et donc, vous avez une France à deux vitesses.
D'où vient aujourd'hui notre relative égalité territoriale, très imparfaite, hein. Elle vient en fait, quand vous prenez par exemple les études d'un géographe qui s'appelle Laurent Davzy, essentiellement d'une redistribution indirecte qui ne passe pas par la péréquation. En fait, ce qui fait la relative égalité territoriale en France, c'est l'unité des traitements des fonctionnaires et leur répartition sur le territoire, l'unité des pensions de retraite, avec qui plus est des déplacements de population à la retraite, et les minima sociaux. Parce que si je suis dans mon Auvergne natale, et que je suis retraité ou fonctionnaire, je dépense. Et en dépensant, je maintiens un minimum d'activité, je fais marcher le commerce. Et en faisant marcher le commerce, je permets à un tissu d'activité de se créer. Si demain je dis, les fonctionnaires dans les zones rurales et puis dans les Pyrénées-Orientales ou dans le Puy-de-Dôme, on les paie moins, de même qu'on baisse les minima sociaux, puis qu'on les augmente dans les régions où on en a vraiment besoin, parce que vous comprenez, le coût de la vie est plus important. Je donne quoi? Je coule ces territoires. Or, la différenciation territoriale, aujourd'hui, c'est ça. Hein? Alors, pour l'instant, le gouvernement, parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de gouvernement, n'a pas vraiment répondu aux 40 propositions pour l'Île-de-France de Valérie Pécresse, mais un jour, ça pourra arriver. Et auquel cas, vous tuez absolument toute solidarité nationale. Et donc là, il y a un vrai danger. Hein. Parce que si jamais on va sur cette pente-là, si vous prenez... Alors j'aurais dû regarder avant de venir, hein, mais à culpa, mais les chiffres pour les Pyrénées-Orientales, mais si vous prenez la crise de 2008, parmi les 20 régions les plus pauvres de l'Union européenne, la seule qui ne voit pas son taux de chômage s'envoler et son PIB s'effondrer, c'est la Corse. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce jeu de redistribution. Si vous rompez ce jeu de redistribution, c'est mort. Donc là, on a un vrai danger, c'est-à-dire que d'un côté, au nom de l'identité, on fait prévaloir ce jeu de différenciation, et de l'autre côté, vous avez un logiciel d'instrumentalisation très néolibéral qui vise à dire qu'il faut mettre en concurrence les territoires, qui s'impose également pour dire écoutez, c'est une bonne façon justement de rompre un peu les amarres et finalement de favoriser les grandes métropoles compétitives au niveau international qui pourront concentrer encore un peu plus la richesse économique. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Hein. Encore une fois, l'intérêt c'est dans vos questions qu'il se trouvera. Mais je crois qu'il faut être extrêmement, extrêmement prudent. On peut avoir un débat sur plus ou moins de décentralisation. On doit avoir un débat sur comment est-ce qu'on sauvegarde les cultures locales et les petites patries. On doit également arriver à reconnaître ce qu'est l'ethno-régionalisme et à combattre son instrumentalisation, parfois aussi par des élites parisiennes qui se disent que c'est une bonne façon de larguer les amarres avec certains territoires qui jugent comme étant pas les plus compétitifs à leur goût. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Morel. Je vous passe le micro si vous souhaitez avoir des questions. Bonsoir. Je résume peut-être un peu trop vite ce que vous avez dit. L'échelon national permet la décentralisation et la politique publique. Les petites républiques, il faut l'élargir. La petite république, il faut l'élargir pour conquérir la légitimité. Sur ces bases, et compte tenu aujourd'hui des intentions de vote des citoyens, où on se rend compte que, en particulier pour les élections législatives, l'abstention progresse énormément de 45 à 60%. Pour remédier cela, ne faut-il pas élire les députés en fonction des indices INSEE
propre à chaque région pour représenter, pour une représentation beaucoup plus plurielle. Or, à ce niveau, le département, pour l'instant, dispose que de 4 députés, soit très insuffisant par rapport aux 8 indices INSEE. Et donc, ne faudrait-il pas élire ces mêmes personnes, non pas au niveau départemental, mais au niveau régional, où là, il y a une potentialité de 69 députés. Ok. Alors, si je comprends bien, vous me posez la question notamment de l'inégalité entre la représentation de la population dans les différents départements. Alors, moi, vous peut-être lu ou entendu sur ce sujet, je suis plutôt favorable à une proportionnelle. Il n'y fait pas un désancrage des élus. Je pourrais y revenir si vous voulez, et d'ailleurs avec certains un débat sur le chemin, favorable à une proportionnelle à l'allemande. Autrement dit, une proportionnelle avec une vraie finalité proportionnelle, mais malgré tout une partie des députés élus sur le territoire, et ensuite on fait le comble avec des listes. Donc ça permet d'avoir un ancrage, et en même temps ça permet d'avoir une vraie finalité proportionnelle. Le problème en effet du cadre départemental, c'est qu'en Lozère, mon député représente 74 000 habitants, en Ile-de-France il en représente 250 000. Et donc l'égalité devant le vote, elle est pour le moins limitée. Ma voix pèse 4 fois moins dans le 9-3 qu'elle ne pèse en Lozère. Donc ça pose de vrais sujets qui sont inhérents au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, mais je ne vais pas vous rentrer dans des considérations trop abscons, mais le Conseil constitutionnel considère que au sein d'un même département, le seuil acceptable entre 2 circonscriptions est de plus ou moins 20% de la moyenne des circonscriptions du département. Mais il ne fait pas la péréquation interdépartementale parce que ce n'est pas faisable. Donc, le problème, si vous voulez, c'est toujours le même. C'est-à-dire que si on considère qu'on maintient le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, sur ce sujet-là, soit je fais exploser le cadre départemental, mais j'ai des giga-circos. J'ai une circo Lozère, Creuse, il faut que je trouve un autre département pour arriver à avoir quelque chose qui tienne la route. Le seuil de division aujourd'hui, il est environ de 150 000. Donc il faut que j'ai au moins 3 départements sur ma circo. Donc ensuite, l'ancrage territorial, bon courage. Voilà. Soit je considère que eh bien, il faut que j'élise, ce qui peut être une possibilité, mais ce n'est pas très populaire, il faut que j'élise plus de députés. C'est la seule façon de faire, d'un point de vue mathématique, c'est d'augmenter le nombre de députés pour arriver à avoir plus de petites circos et donc ce faisant mieux serrer mon territoire. Mais sinon, je n'ai pas de solution mathématique. C'est l'un des problèmes du scrutin majoritaire dont on parle assez peu, c'est que c'est un mode de scrutin qui est très rigide en fait. On a peu de marge de manœuvre dessus. Donc je suis fondamentalement d'accord avec vous, partie des arguments qui sont les miens pour passer plutôt à une proportionnelle. Mais sans ça, à moins d'avoir des méga circos interdépartementales, ce qui aujourd'hui est interdit par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel considère que l'échelon départemental est maximum. On n'a pas de solution. Mais c'est un vrai sujet. Normalement, si ça se savait plus, à mon avis, il y aurait quelques petites personnes qui gueuleraient en disant « je ne suis pas bien représenté » et ils n'auraient pas tort. En tout cas, le constitutionnaliste leur donnerait raison. Merci. Brice Lafontaine, secrétaire de l'association Papillon Catalane, ancien élu municipal, comme on nous identifie, régionaliste. Je vais essayer de faire vite parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole et revenir dessus. Donc je vais reprendre plusieurs thèmes si vous le voulez bien. Et d'abord vous remercier de votre présentation parce que je comprends enfin sur un temps plus long, et merci aussi à l'association de vous avoir invité. Je comprends enfin ce qui nous différencie dans la perception de ce que sont les régionalismes, les identités locales, ce que je ne comprenais pas à la télé, qui ne permet pas évidemment un temps aussi long. Vous dites que l'État n'a jamais su de politique d'anéantissement des langues locales. J'ai un premier désaccord avec vous sur les sanctions à l'école.
Les sanctions à l'école sont faits connus, reconnus. Nous avons encore ici, dans un petit village qui s'appelle Aiguatel, il y a la montagne, soyez propres par les Français. Nos personnes les plus âgées, encore en vie, ont bien vécu les sanctions à l'école pour avoir malencontreusement dit un mot en catalan, et des sanctions quand même assez sévères. Et ma grand-mère était franchement traumatisée là-dessus, et ça fait partie des raisons qui ont rompu la transmission familiale. Même si je ne nie pas que la télé et maintenant Netflix ont un effet particulièrement important sur les cultures locales, dans le monde entier d'ailleurs. Vous avez parlé des éléments honteux pour les autres régions, et je suis un petit peu rassuré parce que vous n'avez pas cité la Catalogne dans aucun des éléments honteux. Tout simplement parce que nous avons subi les éléments honteux de la France, notamment avec la capture, par exemple, alors là c'est plus pour le sud catalan, de Luis Companys, président catalan en exil à ce moment-là, qui a été capturé par la gendarmerie française, remise à la Gestapo, qui ensuite a transmis au fascisme espagnol, qui a assassiné le président catalan. Donc nous avons plutôt subi le collaborationnisme français, et nous n'avons ni un drapeau qui en serait issu, ni une culture qui en aurait promu l'essentialisme, et j'y reviendrai juste après. D'ailleurs, nous étions un territoire ouvert aux Juifs au Moyen-Âge, qui était quand même une exception en Europe. On les a fait fuir après parce que nous avons été obligés, en fait c'est Isabelle de Castille qui a obligé à fuir les Juifs, et non pas les Catalans, c'est sous la pression à l'extérieur. Vous avez dit que la Corse voulait devenir une colonie, même si vous êtes revenu dessus, c'était plus un petit élément de provocation, comme vous l'avez compris. Non. J'ai dit qu'il voulait un statut à la néo-calédonienne, et le statut de la Nouvelle-Calédonie est un statut colonial. Oui, et donc vous traduisez ça comme les Corses veulent devenir une colonie. Quand il dit je veux un statut néo-calédonien, il demande un statut qui est un statut colonial. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU. Exactement. Mais je pense que c'est là où justement on a une différence de compréhension des identités locales, c'est que les Corses se sentent déjà comme une colonie. La différence qu'ils auraient, du moins ceux-là de Corse, la différence qu'ils auraient, c'est qu'ils seraient reconnus internationalement comme une colonie. Ce que eux sentent déjà. Eux, ils disent déjà, les Français sont différents des Corses. Et j'en reviens à la présentation de la présidente qui disait nous sommes l'accent catalan de la République française. Contrairement à d'autres endroits, et contrairement au sud catalan, et ce que je dis beaucoup à mes amis sud-catalans, c'est que nous n'avons pas d'opposition entre l'identité française et l'identité catalane. Et je pensais que vous viendriez sur ce sujet-là, parce que nous avons subi des attaques de la France. Je parle de l'école, je peux parler de beaucoup de sujets, avant sur l'imposition des documents administratifs français uniquement, sur l'imposition du catalan à l'école et beaucoup d'autres choses. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Les Sud-Catalans ont vraiment une opposition entre être espagnol et être catalan. Il y a beaucoup de monde comme ça. Et dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est comme ça. Ici, ce n'est pas le cas. Moi, je me sens catalan, je défends une identité catalane, je n'ai aucune opposition, je n'ai aucun problème avec le fait de dire que je suis français. Alors, ça les choque, mes amis du Sud, mais c'est comme ça, je n'ai aucun problème comme ça. En Corse, il y a cette opposition pour beaucoup de monde. Au Pays Basque, il y a aussi pour beaucoup de monde. Ici, ça n'y est pas. Et donc, quand la France met en place des politiques publiques qui vont à l'encontre du développement des Catalans, de la langue catalane, des langues régionales en général, mais donc en particulier du catalan ici, ça va à l'encontre et ça crée une opposition qui n'existe pas au départ. C'est ça la différence avec les autres. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a une grosse différence entre ce qu'on voit à Paris, ce qu'on entend à la télé, et la réalité. Je vais finir rapidement sur les derniers mots que vous avez prononcés. Les niveaux de décentralisation qui ne peuvent pas être équivalents dans toute la France parce que les identités locales demandent plus de décentralisation que les autres. C'est vrai qu'on le demande parce qu'on a besoin de reconnaissance. On a besoin de reconnaissance linguistique, ce que n'a pas peut-être le centre de la France. Nous avons besoin de reconnaissance parce que nous avons des particularismes territoriaux, parce que nous sommes frontaliers par exemple. Pendant longtemps, il y avait un projet d'ailleurs porté par l'UMP à l'époque, donc c'est dire si on est loin du régionalisme, d'avoir le même niveau de taxes dans les Pyrénées-Orientales que l'Espagne, pour éviter la fuite, notamment des jeunes artisans ou d'autres entreprises, vers la Catalogne Sud. D'ailleurs, on a un sujet en ce moment sur le Grand Joncar, qui est un grand centre commercial à la frontière espagnole, qui attire énormément de clients d'ici, 70% des clients sont français, et donc beaucoup de locaux.
grand commerce qui ne s'est pas monté ici pour des raisons clairement fiscales, intéressantes, voilà, sociales, etc. Donc nous avons des particularismes locaux, culturels, économiques, etc., qui ne sont pas reconnus dans l'État français parce qu'on doit tous être pareils. Mais personne, aucun Catalan que je connais, alors je connais des Français d'extrême droite, en particulier à Perpignan, qui se sentent supérieurs à d'autres. Ça, des Français, j'en connais. Des Catalans qui disent « nous sommes supérieurs, nous méritons d'avoir un statut particulier », c'est ce que je crois que nous méritons d'avoir un statut particulier, mais pas pour dire « nous sommes supérieurs et nous méritons un statut particulier plus que Bourges, par exemple ». Personne ne dit ça. Et parmi les Corses que j'ai côtoyés, en tout cas, et je connais certes pas tous les Corses, je ne connais aucun Corse qui dise « je suis supérieur aux Français ». Je suis différent, oui. Ça, oui. J'ai besoin de reconnaissance, oui, parce que je suis différent. Mais parce que je suis supérieur, ça, non. Et votre conclusion me fait comprendre pourquoi nous sommes différents, pourquoi nous avons une vision différente, parce que vous croyez que nous voulons hiérarchiser, et c'est là que vous voyez un danger, mais ce danger n'existe pas, puisque les seuls que je vois vouloir hiérarchiser de manière ethnique, ce sont les Français que nous avons ici, qui revendiquent une identité française contre les identités locales. Et moi, je ne connais aucune identité locale, et je connais beaucoup d'Écossais, de Corses, de Basques, de Bretons. Je n'en connais aucun qui ait dit « mon identité supérieure à la française ». Et pourtant, c'est ce que vous venez de faire. Vous venez de me dire « regardez, regardez, eh bien, nous, on a une identité, elle est forte, c'est pas l'identité du centre de la France. Mais pourquoi l'identité catalane mériterait d'être mieux reconnue que mon identité auvergnate ?» Mais je ne veux pas mieux. Eh bien alors, pourquoi est-ce que... On peut tout à fait avoir une France fédérale comme en Allemagne, aucun problème. Eh bien alors, dans ce cas-là, vous êtes pour que la Catalogne ait le même statut que le Puy-de-Dôme. Mais ça ne nous pose aucun problème, très bien. Eh bien alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir un fédéralisme à l'allemande ou un unitarisme à la française, mais pourquoi alors demander un statut particulier? Enfin, c'est contradictoire. Parce que nous avons besoin de reconnaître le particularisme que nous avons ici. Mais pourquoi ce serait particulier par rapport à mon Auvergne? En fait, la situation actuelle, et là on revient sur le droit actuel, la situation actuelle ne permet pas à notre territoire, par manque de décentralisation en France, ne permet pas aux pouvoirs locaux de mettre en place des choses spécifiques. Mais pourquoi vous voulez un statut à la catalane alors que ce que vous demandez, alors c'est de la décentralisation? On peut avoir un débat sur la décentralisation. Ah oui. Mais c'est pas le même. Mais c'est ce que je dis, c'est pas le même débat. C'est-à-dire qu'il y a deux débats. Soit on considère qu'il faut plus de décentralisation, et là on peut débattre politique publique, on peut y aller. Soit on considère que ce qui compte c'est l'identité, et que l'identité justifie le statut particulier. Si c'est le cas, oui, vous hiérarchisez, parce que vous dites attention, dans le centre de la France, là pas de statut particulier, mais chez nous, oui. Donc, si je pense que nous avons besoin de politique publique spécifique, c'est pour une raison géographique. Parce que vous êtes économique. Parce que vous êtes, pas parce que nous sommes catalans. Mais parce que vous êtes frontalier. Par exemple. Il y a déjà des politiques qui sont propres aux zones frontalières. Si vous voulez regarder, moi quand on parle de différenciation territoriale, on me renvoie souvent à deux lois. Les lois littorales et les lois montagne. Mais oui, enfin, depuis la Révolution française, des situations particulières permettent de mener des politiques particulières. Et ce que je réponds souvent, c'est que dans mon Auvergne natale, on a la loi montagne, on applique la loi montagne. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de dire on va appliquer la loi littorale. Parce que, et pour l'instant c'est pas le cas, peut-être qu'avec le réchauffement climatique on aura des plages, mais pour l'instant on n'a pas la mer. Et donc ce faisant, s'il y a un élément objectif qui n'est pas lié à l'identité, qui conduit à appliquer une politique sur un territoire plutôt que sur un autre, notre droit le permet déjà. Il le permet depuis la Révolution. Ensuite, on peut réfléchir à des particularités comme le caractère frontalier, comme le caractère littoral, comme le caractère montagneux d'un territoire qui permettrait d'adapter le droit plus à ces territoires. On peut avoir une loi frontière, mais ce n'est pas un statut particulier. C'est-à-dire qu'à côté, dans les départements frontaliers d'Italie ou de la Belgique, on doit pouvoir avoir la même loi. Et donc ce que vous demandez à ce moment-là, ce n'est pas l'identité culturelle. Et moi, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut discuter encore une fois pertinence des politiques de décentralisation, mais quand vous dites attention, je veux un statut particulier parce que nous, c'est pas pareil, bah là, vous êtes en effet dans une démarche qui est une démarche qui vise à considérer qu'il y a d'autres identités qui ne mériteraient pas d'être reconnues. Alors pour être sûr qu'on se comprenne bien, nous sommes tout à fait favorables à ce que tous les territoires aient une autonomie
importante. Mais c'est quoi l'autonomie? Une décentralisation supérieure à ce qui existe actuellement, parce qu'on arrive peut-être sur le fédéralisme, déjà mais c'est intéressant parce que c'est quoi l'autonomie? Une capacité de décision locale qui serait peut-être comme les régions espagnoles. Les régions espagnoles sont autonomes. Ouais, mais c'est quoi l'autonomie? C'est une capacité de lever l'impôt, c'est une capacité aussi de diminuer l'impôt, c'est une capacité de décision locale. D'accord. Alors, déjà, le fédéralisme fiscal, voire même la rupture des liens fiscaux, ça, pour le coup, on a des études internationales, elles sont unanimes, ça favorise fortement, fortement les inégalités territoriales. Vous n'expliquez le Mezzogiorno que si vous comprenez la rupture du fédéralisme fiscal en Italie par la Liga. Donc, c'est un débat, on peut l'avoir. Mais là, encore une fois, c'est Paris qui gagne. Ensuite, sur la notion d'autonomie, c'est beaucoup ce débat avec les nations corses, mais l'autonomie, ça ne veut rien dire, c'est un mot valise. Vous disiez tout à l'heure, statut colonial ou pas. C'est quoi une colonie juridiquement? Juridiquement, j'entends. Une colonie, c'est deux choses. D'abord, un statut de l'indigénat, avec une rupture de l'égalité entre les citoyens. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie est dans une situation coloniale? Parce que j'ai une rupture du suffrage universel. Cette rupture du suffrage universel conduit aujourd'hui, y compris d'ailleurs des petits enfants de Kanak, à ne pas pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie. De Kanak, hein. De l'autre côté, une rupture de l'unité du législateur. Depuis 1789, nuit du 4 août, égalité des ordres et des provinces, abolition des privilèges, il y a une unité du législateur. Ce que j'évoquais, loi montagne, etc. On peut avoir des particularités, mais qui sont fondées sur des critères objectifs. Le critère de colonie, c'est la rupture de l'unité de ce législateur. On n'y a dérogé que 2 fois dans notre histoire, pour la colonisation et sous Vichy. Sinon, monarchie, restauration, empire, république, on n'a jamais dérogé à ça. Si je dis je veux l'autonomie, d'un point de vue juridique, ça peut signifier quoi? L'autonomie, en fait, ça signifie que je fais ma propre norme. Une commune est autonome, dans le sens où on peut avoir des arrêtés municipaux. La question, c'est le degré d'autonomie. Est-ce que je vais vers une autonomie réglementaire plus grande? On peut l'imaginer, hein. Il y a des projets, etc. Aujourd'hui, il y a un pouvoir réglementaire des collectivités territoriales qui est reconnu dans la Constitution. Je vais vous rassurer, je travaille avec l'Association des maires de France et on travaille à débloquer certains éléments justement concernant cette capacité qu'auraient les collectivités à prendre des mesures réglementaires. Vous voyez que je ne suis pas un méchant jacobin avec le couteau entre les dents. L'autonomie législative, ça signifie autre chose. Parce que la loi, c'est la garantie d'égalité entre les citoyens. Quand je demande l'autonomie législative, là je rentre en effet dans une logique qui est une logique coloniale parce que je romps l'unité qui est l'unité fondée sur l'égalité entre les citoyens. Donc je reviens sur l'héritage de 1789, de la nuit du 4 août. Ça peut être un projet politique, mais il faut l'assumer. Si on le fait au niveau national, on est ensuite dans une perspective qui est en effet une perspective fédéraliste. Si jamais on l'assume, il faut assumer, et pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut en discuter, enfin, on ne sera pas d'accord, mais voilà, il y a un vrai débat. On rentre dans une logique fédéraliste. Si en revanche, je considère que cette capacité à faire la loi est à géométrie variable, là je rentre dans une logique qui est une logique communautariste, au sens où je vais considérer qu'il y a des communautés qui méritent ce pouvoir et d'autres pas. Et là j'ai un problème, qui n'est pas un problème uniquement unitaire contre fédéral, mais qui est un problème, eh bien, qui est un problème de définition même de ce qu'est la République, qui n'est à ce moment-là plus une communauté de citoyens, mais un assemblage de communautés. Et là, on a un enjeu définitionnel. Donc, voilà, moi, si vous me dites, je considère que il y a des régions qui méritent plus que d'autres, je suis désolé, on est en effet dans une logique qui est une logique de vraie rupture où on hiérarchise. Parce que certains ont et ne méritent pas d'avoir, et certains n'ont pas. Pour l'instant, c'est l'Île-de-France. Comment? Pour l'instant, c'est l'Île-de-France qui a beaucoup plus d'investissement de l'État, qui a beaucoup plus que tout le reste de la France. Ah ouais, oui, mais ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que, la question que vous posez, c'est la question des politiques d'égalité territoriale. Et ça, c'est pas un sujet d'autonomie. C'est-à-dire que l'Île-de-France n'a pas plus d'autonomie que les autres régions. C'est un sujet de répartition de la richesse. Et là, par contre, je vais vous donner tout à fait raison. Il y a une concentration
des investissements en Île-de-France. Pourquoi? Pas qu'en Île-de-France d'ailleurs, dans les grandes métropoles. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on a pensé la décentralisation? On a dit le problème c'est Paris. Et pour arriver à équilibrer Paris, on ne va pas trop affaiblir Paris non plus parce que c'est la métropole qui va faire concurrence au niveau international, à Londres, à Tokyo, etc. Donc on va préserver Paris. Par contre, on va faire monter Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, ce qu'on appelait les métropoles d'équilibre, qui sont des mini-New York dans leurs régions respectives. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas affaibli Paris. On a évidé l'arrière-pays de ces grandes métropoles. Et donc en fait, prenez les gilets jaunes. Dans mon Auvergne, ils avaient tous le gilet jaune. Ils ont été violents à Paris, mais ils l'ont été encore plus à Bordeaux. Ils l'ont été encore plus à Lyon, etc. Pourquoi? Parce que les vrais problèmes aujourd'hui sont justement la captation de l'arrière-pays par ces grandes métropoles régionales. Ça pose la question de l'égalité territoriale. Il y a deux rapports qui sont intéressants en la matière. Un rapport du FMI de 2014 et l'OCDE de 2016, grande structure archéo-communisto-jacobine. Vous serez d'accord avec moi. Elles disent deux choses. Elles disent la décentralisation produit des inégalités. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est un fait. Tout bêtement parce que vous avez des territoires plus riches qui vont capitaliser sur les atouts qu'ils ont déjà et donc vont attirer le tissu productif. Et j'ai des territoires qui sont plus pauvres qui, eux, ne vont pas pouvoir le faire. Les deux solutions pour éviter ça, c'est une forte politique d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on fait en France? Parce qu'on est toujours plus intelligent que les autres. Le premier truc qu'on sacrifie en le décentralisant et en coupant les budgets au moment de la décentralisation, c'est la politique d'aménagement du territoire. Or, c'est ça qu'il fallait surtout garder. Deuxième élément, une forte péréquation. Or, la péréquation, elle est, outre extrêmement dysfonctionnelle, en plus fondamentalement insuffisante. Aujourd'hui, même parmi ceux qui, si vous allez dans les ministères, comme quoi, vous voyez, je ne suis pas captif des grandes élites et de la haute administration parisienne. Quand vous allez au ministère des collectivités territoriales et que vous demandez aux spécialistes comment ça se fait que la dotation, là, elle tombe là, la plupart du temps, ils ne sont pas capables de vous répondre. Aujourd'hui, la DGF, personne n'est capable de comprendre vraiment comment ça fonctionne, y compris, sauf peut-être une poignée de personnes en France. Donc, il y a un vrai sujet. Mais cette péréquation, elle est dysfonctionnelle. Le problème, quand vous dites on rompt, je dirais, l'unité des statuts, c'est outre que vous complexifiez, qu'en plus, in fine, ça s'est un peu passé comme ça partout en Europe, vous rompez également les solidarités. C'est quoi la Padanie en Italie? La Padanie, ça n'existe pas. Historiquement, la Padanie, ça n'a jamais existé. Il y avait le duché de Milan, etc. Mais la Padanie, ça n'a jamais existé. La Padanie, c'est une invention de la Liga. Avec une idée, on ne paye plus pour le Mezzogiorno. L'Italie est merveilleuse là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un égoïsme fiscal qui justifie la création quasiment ex nihilo d'une entité. On va prendre les dialectes de l'italien du Nord dans un secteur, on va dire ça c'est le padon. À côté, c'est pas le padon, alors qu'en fait, il n'y a pas de différence. Souvent, c'est vraiment le même dialecte en plus, sauf que là, c'est du padon, là, ça l'est pas. Et parce que là, c'est riche, là, ça l'est pas, et on est rentré sous la coupe de la Liga. On va recréer complètement une histoire, la mystifier, avec des écoles en padon, qui vont faire... alors nous, ça date des années 20, eux, ça date vraiment des années 2000 ou 90. On va totalement reconstruire une identité avec l'idée de « on ne paye pas pour les plus pauvres ». Alors, avec plus de fondements identitaires, mais la même chose en Flandre, ou dans la Catalogne espagnole. Vous avez l'ERC, qui quand même, je vous montrerai les visuels, avait des visuels il y a quelques mois disant « on ne paye pas pour les Andalous ». Si. Alors, je suis désolé, mais je vais revenir dessus, mais quand vous dites que l'indépendantisme sud-catalan est essentiellement raison fiscale. Alors, il n'est pas qu'à raison fiscale, mais ça fait partie des enjeux, oui. Alors, ça fait partie des enjeux, ça je ne conteste pas, mais ce n'est pas la raison principale. J'ai eu la chance d'assister au Consultas Populars de 2009, donc avant même la crise du nouveau statut catalan, qui est de 2010. Et déjà en 2009, il y avait la volonté d'indépendance qui émanait du peuple et qui n'avait aucune vocation fiscale. Il n'y avait aucun comparatif fiscal, il n'y avait rien du tout. Et le nouveau statut de 2010, c'était pour la reconnaissance de l'identité locale. Mais parce que Madrid a dit non.
Mais parce que pour le coup, Madrid a dit non, tout bêtement, parce que si jamais vous avez un statut encore plus particulier de la Catalogne en matière fiscale, le reste de l'Espagne est ruiné. Mais le statut n'était pas une vocation fiscale. Mais non, mais justement, parce que c'était innégociable. Et donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, mais pour finir ce que j'évoquais tout à l'heure, si jamais on va vers une logique d'identité variable, ben, on a une rupture des solidarités. Si jamais je considère que je ne fais plus partie du même pays, que être padant, c'est être padant, mais que c'est pas être pour le Mezzogiorno, bah, j'arrête de payer pour le Mezzogiorno. Si je considère qu'être catalan, c'est être catalan et que c'est pas être andalou, bah, il est pas illogique que le RC, parti de gauche, dise on arrête de payer pour les andalous. Si jamais je juge qu'être francilien, c'est pas être corse ou être catalan, il est logique demain que le parisien dise je paye pas pour le corse. Je ne paye pas pour le catalan. Donc là, il y a un vrai danger, si vous voulez. Vous parlez de l'Allemagne. L'Allemagne, vous avez une forte identité préalable qui va être fondée sur une vision ethnique de la nation, ce qui explique cette situation-là. Et surtout, en Allemagne, comme je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de statut particulier. Il n'y a aucun statut particulier. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas de concurrence identitaire en Allemagne. Je n'ai aucune concurrence identitaire parce qu'en fait, être bavarois ou être du Land de Hambourg, c'est juridiquement la même chose. Donc on peut débattre des vertus ou pas du fédéralisme, mais dès lors qu'on rentre dans une logique de différenciation, j'aurai nécessairement les solidarités. Et cette rupture des solidarités, eh ben, ensuite, à ce jeu-là en France, je suis désolé de le dire, mais c'est Paris qui gagne. Et Bordeaux peut-être, et Lyon. Paris est déjà avec un pays ultra centralisé, mais au moins, vous voyez, on est d'accord sur quelque chose. Mais pas tant, mais... On ne souhaite pas hiérarchiser les territoires, on souhaite juste une reconnaissance de notre identité, donc peut-être le nom du département. Et ben alors... Ensuite, avoir plus de compétences locales, ce qui peut passer par une meilleure décentralisation. Et ben alors, restez fédéraliste si vous le voulez, mais en revanche, rejeter, parce que je pense que ce logiciel-là est fondamentalement dangereux, on ne mettra pas d'accord sur le fond, mais rejeter fondamentalement cette idée de différenciation territoriale et de statut particulier. Parce que sinon, on rentre dans une logique qui est une logique qui, d'après ce que vous me dites, n'est pas la vôtre et est fondamentalement dangereuse. Mais si on utilise le terme statut particulier, c'est parce qu'il est constitutionnel. Il est constitutionnel et c'est intéressant parce que dans le cadre de ce débat, j'ai fait des tribunes communes, comme quoi, vous voyez, je suis un méchant jacobin, j'ai fait des tribunes communes et à la fois à l'écrit, puis avec des gens aussi méchamment jacobins que Jean-Pierre Raffarin, qui est le papa de la réforme de 2003 sur la décentralisation et de l'inscription de ça, et qui disait en gros pas en mon nom. Pas ça. C'est pas ce qu'on visait. Raffarin, c'est un régionaliste fonctionnel, c'est-à-dire qu'il veut des régions puissantes, etc., mais il veut surtout pas de statut particulier, et pour lui la Corse c'est dangereux. Parce que l'idée du statut particulier, tel qu'il était visé, c'était pas de construire des régions identitaires. C'était d'adapter certains statuts, notamment dans le cadre des métropoles, ce qui leur rêvait, c'était les métropoles de Lyon, etc., ce qui, à mon avis, est une horreur pour les raisons qu'on a données, c'est-à-dire qu'on permet aux riches de faire sécession. Mais c'était absolument pas ça, en tout cas. Donc on peut discuter la vision qui était la leur de la décentralisation, qui, à mon avis, était discutable pour cette raison-là. On est en plein apogée des visions de métropolisation, etc. Mais en revanche, c'est pas ce qu'ils visaient en introduisant ça dans la Constitution, ça c'est certain. Merci. Merci à vous. Oui, vous parlez du danger de hiérarchisation. Mais quand vous utilisez le terme petite patrie et grande patrie, vous hiérarchisez. Quand vous utilisez le terme de langue régionale et des langues utilisées sur la Corse, c'est un terme qui n'est jamais utilisé par les linguistes, du point de vue scientifique. C'est un terme politique inventé par les Jacobins. La première ruse du diable, c'est faire croire qu'il n'existe pas. Et Jacobin aussi, maintenant, après avoir fait plusieurs siècles de méfaits, essaie de faire croire qu'il n'a jamais existé. C'est un peu pareil. Et pour autant que je sache, le métro parisien est financé par les provinces. Voilà. Alors, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Alors, encore une fois, Jacobin, Girondin, ça n'existe pas, historiquement. Donc, dire que les Jacobins ont créé, ça a peu de sens. Ensuite, le terme de petite patrie, il vient pas de moi, il vient de Simone Veil, avec un W, et c'était au contraire pour elle une forme d'apologie.
en considérant que la petite patrie menait à la grande et que la grande n'était en fait que la synthèse des petites. Donc on peut discuter de ce terme-là, mais chez Weil, il n'est absolument pas méprisant, bien au contraire. Je considère que la première patrie que l'on a à connaître, c'est justement cette petite patrie, que c'est par elle qu'on peut devenir français. Pour Weil, on n'est pas français si on n'a pas été auvergnat. En gros. Quant à la notion de langue régionale, je peux vous suivre. À mon sens, c'est pas du tout quelque chose créé par les méchants jacobins anti-langue régionale, puisque la forme méprisante qui était évoquée, c'était la notion de patois. Hein. La notion de langue régionale, elle perce, c'est beaucoup plus un vocable technocratique pour essayer de distinguer trois formes de langue, les langues étrangères, les langues anciennes et les langues régionales. Donc voilà, on peut discuter ensuite de l'application de ce mot-là, mais en termes de typologie, de politique publique pour l'éducation nationale, je dirais qu'il s'entend, d'accord ? On peut lui trouver une autre voie, mais voilà. Pour le reste, encore une fois, hein, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut donner plus d'argent à Paris. Je suis en train de vous dire que la ville à laquelle la décentralisation a le plus profité, c'est Paris. Et que la situation actuelle, le tournant qu'elle prend, risque de favoriser clairement, d'abord et avant tout, Paris. La différenciation territoriale, c'est pas un hasard si la première qui émet toute une série de propositions dont je vous ai décrit les plus croustillantes, c'est l'Île-de-France et c'est Valérie Pécresse, ce sera Paris. Donc, voilà. Ensuite, il ne faut pas penser que si on donne plus de pouvoir au niveau local, on va défavoriser Paris. C'est un autre sujet. C'est un sujet d'égalité territoriale. Et encore une fois, je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir au local. Mais en revanche, il n'y a pas de lien entre la prédominance de Paris et ces délégations de pouvoir, bien au contraire en réalité, parce qu'on a rompu un certain nombre de solidarités. Donc il y a une question de développement harmonieux du territoire, d'aménagement du territoire. Il y a un vrai travail en la matière qu'il faut mener. Il y a un travail de péréquation. Là-dessus, on va en être tout à fait d'accord. Mais voilà, je dirais que c'est un autre débat, un beau débat. Et je pense que sur ce sujet, en tout cas, on se trouvera dans le même camp. Peut-être une dernière question. Non. Avant de vous laisser partir, j'ajoute juste une chose. Du point de vue de nous, et au fond ça rejoint aussi l'histoire de notre société, du point de vue de notre département, Pyrénées-Orientales, ça n'est pas l'ancienne province du Roussillon. Parce que le département recouvre, comme je l'ai dit en introduction, à la fois un territoire qu'on va dire catalan, donc qui recouvre l'ancienne province de Roussillon, mais aussi ce qu'on appelle le Fenouillet d'ici, qui faisait partie de la sénéchaussée de Carcassonne, qui est donc une région occitane, d'histoire et de langue occitane. Aujourd'hui, on oublie tout le temps. Et quand on parle de Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, c'est une association qui agit sur tout le département, qui s'est fondue dans cet héritage des départements, de la Révolution, conservée ensuite au fil des différents régimes qui ont succédé à la Révolution. Et donc, d'une certaine manière, par exemple, si le nom pays catalan devenait le nom du département des Pyrénées-Orientales, que deviendrait le Fenouillet là-dedans? Puisque le Fenouillet n'est pas catalan. Bon. Donc au fond, ne faudrait-il pas laisser ce nom de Société agricole des Pyrénées-Orientales? Parce que ces départements, et ça je pense que vous pourrez peut-être le confirmer, c'est un héritage à la base, la volonté c'est de mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire de ne pas garder les anciens noms des provinces qui sont un héritage des siècles de l'ancien régime, mais partir sur du nouveau, partir sur des rivières, des fleuves, des montagnes, des éléments géographiques, et ici simplement c'est neutre. Pyrénées-Orientales, l'ouest, l'est des Pyrénées, c'est-à-dire un peu pour mettre tout le monde d'accord. Bon. Et d'une certaine manière, vous dites ouvrir la boîte de Pandore, là on change les noms des départements, on n'en finit pas, d'une certaine manière. Oui, et alors c'est vrai, et en même temps, souvent on dit les départements c'est des constructions strictement artificielles. Il y a deux extrêmes dans le débat. Il y a ceux qui disent c'est complètement artificiel. En fait, non, on respecte en grande partie les provinces des communes, des évêchés et des provinces d'Ancien Régime. Pas ici. Et j'y viens. On rationalise là où, entre guillemets, il y a des limites et il y a des trous.
Hein, c'est-à-dire que vous prenez par exemple la région d'Avignon, vous devez tout reconstruire parce que sinon c'est imbitable. Ici, c'est un peu pareil. Pour arriver à avoir des formes qui sont des formes relativement homogènes qui permettent d'administrer le territoire. Alors qu'il y a, vous avez sans doute entendu parler, mais il y a des volontés de grande abstraction, c'est-à-dire qu'on a des propositions de découper la France en carrés parfaitement symétriques parce que le règne de la raison. C'est pas ça qui l'emporte. C'est une vision beaucoup plus pragmatique en réalité. Et ensuite, il y a la deuxième vision qui vise à dire que le département a toujours existé et qu'il est l'héritage des tribus gauloises et qu'on peut retrouver les tribus gauloises dans le dessin des départements. Ça aussi, c'est quand même très très surfait, même s'il peut y avoir quelques corrélations. Donc c'est une construction qui à l'origine est assez artificielle, mais ce qui est intéressant quand on prend les enquêtes, c'est que le département s'est ancré dans l'esprit des Français. Et qu'aujourd'hui, les Français sont autant, voire plus départementalistes que régionalistes, ce qui montre d'ailleurs quand on pense découpage territorial, que c'est souvent avec le temps, l'habitude et la perception d'un territoire qui finit par devenir une réalité. Et donc là-dessus, et je ne dis pas ça parce qu'on est accueilli par le département, je crois que le département a encore un bel avenir devant lui. Merci.